Bonjour, Monsieur Pierre-Olivier Gorincha. Vous êtes directeur des études économiques du FMI. Vous prenez part aujourd'hui à l'édition 2022 de la conférence IMF Economic Reviews qui se tient pour la première fois au Maroc, qui est organisée par Banque El Maghreb en collaboration avec le FMI et la revue économique du FMI. Cette conférence aujourd'hui, elle se tient dans un contexte particulier qui est marqué par une succession de crises, la crise de la pandémie Covid et qui s'en est suivie avec la guerre en Ukraine, dont les conséquences aujourd'hui sont très lourdes sur l'économie mondiale. Et pourtant, bien que le FMI ait revu à la baisse les prévisions économiques, vous avez récemment déclaré que nous ne sommes pas encore dans un scénario de catastrophe économique. On aimerait bien que vous nous expliquiez un peu les raisons de cet optimisme, on va dire, du FMI, malgré qu'il y a aujourd'hui une crise énergétique, une crise alimentaire, une augmentation de l'inflation. Donc, quelles sont les raisons un peu de votre position aujourd'hui? Alors, tout d'abord, merci de m'avoir invité. Vous avez raison, on a non seulement une succession de crises, mais on a un empilement de crises. D'ailleurs, ces crises n'arrivent pas l'une après l'autre, elles arrivent en même temps, elles se télescopent. Donc, on a à la fois la crise, évidemment, de la pandémie, et puis, donc, depuis le mois de février, la guerre en Ukraine, avec l'impact que ça a eu sur le marché des matières premières, les produits alimentaires et le prix de l'énergie. Donc effectivement, toutes ces choses sont plutôt négatives et elles nous ont conduites, déjà lors de nos prévisions du mois d'avril, à réviser nos prévisions de croissance pour l'économie mondiale. Pour vous le rappeler, on avait des prévisions de croissance pour l'économie mondiale de l'ordre de 3,6% en 2022. On avait ramené à 3,6, elles étaient auparavant à 4,4. C'est déjà une réduction importante de la croissance, mais dans un contexte où l'économie mondiale était quand même en train de rebondir après l'épisode très sévère du confinement qu'elle a connu en 2020, où là l'activité s'était effondrée dans beaucoup de pays, 7%, 8%, parfois plus. Donc on était dans une phase de rebond, et ce rebond vient maintenant être perturbé par eh bien, à la fois le ralentissement chinois lié au variant Omicron, la guerre, et puis la remontée de l'inflation, et on va en parler, et la réponse des banques centrales à cette augmentation de l'inflation. Donc c'est dans ce contexte que nous avons un ralentissement fort, et un ralentissement qui va probablement s'accentuer, c'est-à-dire que là nous n'avons pas encore finalisé nos projections que nous rendrons publiques vers la fin du mois de juillet, la mise à jour de nos prévisions pour l'année 2022, mais on peut déjà anticiper que le ralentissement sera plus important que ce que nous prévoyons. Ce ne sera pas 3,6% de croissance pour l'économie mondiale, probablement en dessous, mais je ne peux pas vous dire encore de combien. Alors, ça ne nous met pas directement dans un scénario de catastrophe et de récession mondiale. On est quand même dans un scénario où nous anticipons que la croissance va rester positive pour une grande partie des pays. Mais un environnement très incertain. Il faut être humble dans un environnement tel que celui que nous connaissons, qui est quand même très différent de l'environnement habituel, et de notre capacité à faire des projections qui soient très précises. Donc je crois qu'il faut plutôt prendre en compte l'ensemble de l'environnement et s'apercevoir un peu des risques auxquels nous sommes confrontés. Donc si je peux vous en mentionner deux ou trois. Premièrement, évidemment, le conflit, l'invasion de l'Ukraine, le conflit peut s'intensifier, les sanctions peuvent se durcir, avec un impact sur les marchés de l'énergie, sur le marché des produits alimentaires. Deuxièmement, on peut avoir aussi, à cause de la montée de l'inflation que nous avons observée ces 12 derniers mois, et qui s'est révélée beaucoup plus importante que ce que tout le monde anticipait, beaucoup plus importante et beaucoup plus persistante, va amener un durcissement des politiques monétaires, et ce durcissement des politiques monétaires va conduire à un ralentissement de l'activité mondiale qui pourrait être plus important même que ce que nous anticipons en ce moment. D'accord. Aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pensait, que la guerre en Ukraine allait durer quelques semaines, voire quelques mois, aujourd'hui nous manquons de visibilité sur la fin de cette guerre. Est-ce qu'on pourrait dire est-ce qu'une récession de l'économie mondiale est envisageable si la guerre en Ukraine durerait plus longtemps qu'on le prévoyait? Alors,
un durcissement du conflit en Ukraine, un durcissement des sanctions sont certainement un facteur qui pourrait contribuer à ralentir encore plus l'économie mondiale et à la rapprocher d'une récession. Mais comme je vous l'ai mentionné, ce n'est pas le seul facteur possible. Le resserrement des politiques monétaires va peut-être être plus important que ce que nous voyons actuellement si il se révèle que l'augmentation des prix continue à être très importante, que l'inflation continue à se propager dans nos économies, et en particulier si on commence à voir que à la fois les ménages et les entreprises se mettent à anticiper une inflation qui va être plus persistante. Donc il y a à la fois un risque qui est de l'ordre monétaire, je dirais, sur l'économie mondiale. Il faut faire face à la montée de l'inflation, il faut que les banques centrales agissent, mais cela va ralentir la croissance. Il y a un risque lié à la guerre et aux sanctions qui peuvent venir créer des dislocations sur les marchés d'approvisionnement de l'énergie. Et puis, il y a aussi un troisième facteur de risque, il y a aussi des incertitudes sur la croissance chinoise en particulier, puisque l'économie chinoise a quand même été assez ralentie par sa politique de zéro Covid et dans le contexte du variant Omicron. D'accord. On le sait aujourd'hui, les conséquences de ces crises sont là. Les répercussions sont lourdes et ils impactent notamment les chaînes d'approvisionnement mondiales. Quelles sont aujourd'hui les voies de recours, notamment pour les pays qui sont dépendants sur le plan énergétique et alimentaire aujourd'hui ? Eh bien, évidemment, la situation est très difficile, elle est très compliquée. Pour vous donner un ordre de grandeur, on sait qu'il y a à peu près des stocks de blé qui sont en Ukraine et qui ne peuvent pas sortir d'Ukraine à cause du conflit, qui représentent de l'ordre de 3% de la production mondiale. Donc c'est une quantité très importante. Et évidemment, elle viendrait, si ces quantités de blé pouvaient venir approvisionner les marchés mondiaux, ça viendrait réduire les tensions. Les pays qui sont des importateurs de produits alimentaires ou énergétiques sont dans une situation qui est difficile pour eux. Ils ont à faire face à une augmentation des prix. Ce que nous recommandons, c'est que les pays producteurs ne mettent pas en place des politiques protectionnistes vis-à-vis de leur propre production, c'est-à-dire qu'ils puissent continuer à alimenter les marchés mondiaux, parce que sinon on va avoir une situation où les prix alimentaires ou les prix de l'énergie pourraient vraiment flamber dans les pays qui sont importateurs et rendre la situation très très difficile. Donc nous recommandons plutôt que les pays restent ouverts, que le marché des biens alimentaires reste ouvert et qu'il puisse continuer à fonctionner afin de faciliter l'approvisionnement des pays qui en ont vraiment besoin et qui sont souvent parmi les pays importateurs, souvent des pays qui sont des pays à revenus faibles et en situation qui pourraient être des situations de dépendance alimentaire importantes. Alors concrètement, comment le FMI accompagne-t-il les pays en voie de développement pour amorcer cette crise et quels sont les mécanismes que vous mettez en place, que vous avez mis en place pour répondre à cette crise aujourd'hui ? Alors sur la partie alimentaire, le FMI intervient plutôt au niveau de sa capacité de conseil et d'assistance technique, parce que nous ne sommes pas évidemment très directement impliqués dans la fourniture de produits alimentaires. Il y a d'autres institutions internationales dont c'est le travail, mais nous sommes là dans une capacité, je dirais, d'assistance technique. Au-delà de ça, le FMI a un certain nombre d'instruments financiers qui peuvent être utiles et dont les pays peuvent se prévaloir pour les aider. Donc nous avons des instruments d'urgence, comme ceux qui ont été, par exemple, nous avons financé avec une ligne d'urgence l'Ukraine, nous leur avons fourni 1,4 milliard de dollars dès le début du conflit. Il y a aussi un instrument qui s'appelle le Fonds de résilience et de soutenabilité qui permet d'aider le financement des pays à des horizons un peu plus longs. Donc, souvent, les pays sont confrontés à des défis qui ne sont pas des défis seulement de court terme, des défis de balance des paiements. Ça peut être ils sont confrontés à des défis liés à la transition climatique, ils peuvent être liés à des défis qui sont liés à la sécurité alimentaire ou des défis qui sont liés, par exemple, à la montée en puissance de leur réseau de santé pour faire face, par exemple, à des pandémies futures. Donc, nous avons cet instrument de résilience et de soutenabilité qui vient aider les pays en leur fournissant un financement
un horizon plus long. Donc on va s'inscrire dans un temps plus long qui va permettre aux pays de vraiment développer leurs capacités dans ces domaines-là. Cet instrument vient d'être approuvé il y a relativement peu de temps. Il va être mis en place dans les mois à venir. Monsieur Pierre-Olivier Goranchamp, merci. Je rappelle que vous êtes directeur des études économiques du FMI. Merci beaucoup. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.